Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Clémence Oudiakova. Alors nous sommes avec Valentin Schirmer, je ne l'ai pas annoncé. Voilà, merci. Valentin Schirmer et Bonjour. Clémence Oudiakova qui est avec nous ce matin. Merci Clémence d'avoir accepté Bonjour notre... Valentin Schirmer, bonjour Corentin Perini. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Clémence. Je me permets quand même de vous présenter pour les publics qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes donc journaliste, ancienne animatrice de Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio, future ex-animatrice de la matinale Ligne Droite. Nous avons appris la triste nouvelle hier. Et vous vouliez quand même revenir. Alors on fera à partir de 9h, 9h05, nous serons avec Pierre-Alexandre Bouclet, le président de la radio, pour faire le bilan de ces 2 saisons de Ligne Droite et puis pour que Ligne Droite aussi se projette sur la rentrée. Mais vous vouliez, nous sommes ensemble là jusqu'à 8h30, jusqu'à 9h. Je suis aussi avec mon partenaire du jour, Corentin Perini. Bonjour Valentin Schirmer. Qui sera invité à intervenir pendant cette séquence. Vous vouliez quand même, Clémence Oudiakova, parler de la presse alternative, de la nécessité de cette presse, de faire l'état des lieux de cette presse alternative, une manière finalement pour vous de dire que malgré votre départ de cette émission, votre combat pour la presse alternative et pour les médias libres et indépendants continue finalement. Exactement Valentin, vous avez tout bien expliqué, c'est-à-dire que je pense que certes je quitte Ligne Droite, mais on va continuer de travailler tous ensemble pour un même projet, et en fait c'est ça que les auditeurs doivent retenir également, et ce sur lequel on est tout à fait d'accord avec Pierre-Alexandre Bouclet, c'est que finalement plus on sera nombreux, avec des angles différents, des points d'attaque différents, des plateformes différentes, mieux ce sera pour nous tous en fait, puisque ça fera avancer notre combat. Et alors quel est notre combat, dont j'ai déjà un petit peu parlé hier? C'est celui de la presse alternative, et c'est celui tout simplement des faits, de la vérité si on veut, ou au moins de ce qu'on voit autour de nous. Et là justement dernièrement, et vous en avez parlé vous déjà à l'antenne, mais c'est l'occasion de refaire un point aujourd'hui ensemble, c'est revenir sur ces mots de Delphine Ernotte qui disent tout, présidente de France Télévisions, et qui a bien dit: on décrit la France telle qu'on voudrait qu'elle soit et non telle qu'elle est, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et ces mots sont essentiels et expliquent tout du problème, en fait, de la dichotomie entre ce que les gens ressentent et ce qu'ils voient à la télévision. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur cette phrase. On voudrait, c'est qui on, déjà? Première question. Qui est ce on dont parle Delphine Ernotte? C'est quoi? C'est l'élite, c'est les journalistes, c'est la caste, comme disent certains. Mais qui décide de ce qu'on voudrait? Quelle est cette subjectivité? Et ensuite, le voudrait, évidemment, le décalage entre le vouloir et ce que la France est vraiment. Eh bien, nous, non, je pense que le rôle de la presse alternative, c'est bien de montrer la France telle qu'elle l'est, même si aujourd'hui, elle n'est pas forcément en pleine beauté, même si aujourd'hui, ça peut faire du mal à certains de montrer des faiblesses d'une certaine immigration, de nos, enfin même des Français, de l'absence d'industrie, enfin tout ce qui aujourd'hui cloche. Et bien tout cela, il faut oser le montrer, mais justement pour mieux aborder aussi chacune de ces problématiques, comme on le fait à Ligne Droite, mais comme on peut le faire également ailleurs. Et deuxième point, et puis comme ça après on pourra développer ensemble. Deuxième point de ce questionnement, c'est justement que cette presse-là, la presse Delphine Ernotte, on va dire, elle a une vision, lorsqu'elle décrit la France telle qu'elle le voudrait, elle a une caisse de résonance qui est très importante. D'abord parce que c'est France Télévisions, évidemment, mais parce que tous les médias de grand chemin reprennent la même image. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on travaille tous, nous, de notre côté, puisque je pense qu'on est finalement les Français majoritaires. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse nous aussi ce travail d'écho. Il y a trop souvent le tout à l'ego, pour reprendre une expression d'un certain André Berkoff, où chacun essaye de marcher pour sa petite chapelle et pour sa petite boutique. Eh bien non, en fait, il faut vraiment qu'on apprenne maintenant à relayer, à travailler ensemble et à faire une énorme caisse de résonance comme elle est faite justement du côté des médias de grand chemin. Oui, donc vous considérez finalement que cette profusion de médias alternatifs qui sont nés dans les
4-5 dernières années. Alors bon, on a eu d'abord forcément Sud Radio, TV Liberté également, Livre Noir, on peut citer également Omerta, Factuel, Front Populaire, sont plutôt cette profusion, en fait, cette dispersion des forces, c'est plus une force qu'autre chose, puisque donc on a finalement une caisse, on peut toucher un spectre beaucoup plus large de Français, puisque dans la presse alternative, il y a également une grande variété de sensibilités idéologiques. Alors, on a cité là des médias qu'on pourrait classer plutôt à droite, même si Front Populaire n'est pas dans ce clivage-là, mais il y a aussi également de l'autre côté du spectre politique QG ou le média qui peuvent aussi, en tout cas, avoir une certaine subversivité, je sais pas si ça dit comme ça, mais en tout cas, donc c'est plus une chance qu'autre chose d'avoir au contraire cette profusion de médias alternatifs. Ça devrait être une chance, en tout cas, d'avoir cette profusion. Ça devrait être une chance, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on le valorise comme il le faudrait, comme le font justement de l'autre côté, on va dire, de l'autre côté du miroir, comme le font les médias de grand chemin, les grands médias reconnus. Je voudrais rajouter des petites choses. D'abord, on parle des médias de grand chemin. Il y a des phénomènes intéressants qui se passent en ce moment, notamment sur CNews, pour ne pas le citer, qui commence à inviter des personnalités que nous avons l'habitude d'inviter habituellement. On a vu récemment Pierre-Yves Rougeron, l'excellent Pierre-Yves Rougeron, invité chez TADI sur CNews. Et donc là, ça fait en fait du grand média, on va dire, qui rejoint le type d'invitation que nous faisons, des invitations alternatives. Alors, quel est le résultat des courses? Eh bien, le résultat des courses, c'est que CNews, à ce moment-là, explose et les audiences pour Pierre-Yves Rougeron étaient importantes, surtout les vues sur YouTube, etc., là où les gens ont l'habitude de ces milieux-là un peu alternatifs, ont l'habitude de se renseigner. Donc ça marche très très bien. Donc ça, c'est quand même la preuve qu'il y a une attente. Mais deuxième chose, c'est qu'on voit par la même occasion le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui nous dit que CNews est une chaîne d'extrême droite et qu'il faudrait tenter d'arrêter de la fréquenter ou de la regarder parce que c'est quand même très mal de penser comme CNews. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais on voit que là, même des grands médias peuvent commencer à s'intéresser à certains invités, à une certaine parole libre. Et dans ce cas-là, eux-mêmes commencent à être attaqués. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant qu'on lève nos boucliers, c'est d'une certaine façon, et qu'on travaille ensemble, que tous on puisse se relayer. Moi, je suis très heureuse que Pierre-Yves Rougeron ait pu partir sur CNews notamment, et fait le tour de quelques plateaux. J'ai vu qu'il passait encore hier autre part. On a François Bousquet qui vient régulièrement sur Ligne Droite, qui est allé chez Yvan Rioufol. Voilà, ce sont des choses qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter que ces gens-là, qui ont une parole très très intéressante, puissent passer sur plusieurs plateaux et pas seulement sur le plateau de Ligne Droite, en fait. Et justement, vous parliez des médias alternatifs, vous parliez de CNews qui était qualifié d'extrême droite, mais les médias alternatifs sont soit qualifiés d'extrême droite, c'est-à-dire ou de complotistes, ce qui en fait sont des médias qui sont des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que l'extrême droite, les gens étaient qualifiés d'extrême droite quand on notamment critiquait la politique d'immigration il y a 40 ans. Aujourd'hui, quand on voit les émeutes qui se sont déroulées il y a 2 semaines et Emmanuel Macron qui nous dit qui aurait pu prévenir, et ben on a envie de lui dire il y a eu des lanceurs d'alerte pendant 40 ans, et puis on le voit aussi avec la politique sanitaire, la crise du Covid. On nous avait traités de complotistes il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, et aujourd'hui on se rend compte que notamment sur la transmission ou sur les effets secondaires on avait raison. Donc si en réalité ces médias alternatifs qui sont qualifiés soit d'extrême droite, soit de complotistes, soit les deux, sont des médias qui se veulent être des lanceurs d'alerte. Oui, mais vous avez tout à fait raison, Corentin, non seulement des lanceurs d'alerte, mais puisque vous me tendez la perche sur le Covid, rapidement, expliquer quand même qu'en fait, depuis le début, en tout cas à Ligne Droite, mais je pense qu'il y a pas mal de médias alternatifs qui sont d'accord, depuis le début, on avait raison. Depuis le début, on avait raison. Je veux dire, combien de fois BFM s'est planté? Je crois qu'à chaque fois qu'ils faisaient une vérification d'informations, ils étaient complètement à côté de la plaque sur tous les sujets du Covid, sur la transmission, sur le vaccin, sur l'origine du Covid, tout. Et nous, depuis le début, on avait raison. Voilà pourquoi aussi il y a un tel succès. Et ça, c'est vrai, quand on y pense, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage. Ils peuvent mentir ou se tromper 15 fois.
Ils se relèvent, ils recommencent sans jamais une excuse. Mais c'était la même chose, on en a déjà parlé. C'était déjà la même chose avec notamment ce qui se passe en Ukraine. Quand ils ont commencé à dire qu'une cheminée était je sais plus quoi. Enfin, il y a eu des mensonges énormes sans aucune excuse. Quand ils ont dit que la manifestation des patriotes n'existait pas, alors qu'il y avait bien Florian Philippot le samedi avec une rue pleine. Tout ça, tous les jours, il y a des mensonges énormes qui passent tranquillou loulou, pour reprendre l'expression de Nicolas Vidal. Euh, et nous, voilà. Et nous, finalement, alors, également, on peut se tromper, mais dans ce cas-là, on ferait amende honorable. Et puis, je pense qu'on met un petit peu plus le conditionnel qu'eux, finalement, parce qu'on est sur un chemin ardu. Donc, on sait qu'on doit faire attention, qu'on doit faire particulièrement attention, en plus, parce qu'on nous attend aux encournures, quoi. Absolument. Voilà, donc je pense que, en effet, ouais. Non, je trouvais c'est aussi l'occasion d'aborder les difficultés rencontrées quand on veut monter un média alternatif. Alors le manque de moyens, bon, nous on l'a éprouvé forcément à ligne droite, ou en tout cas des moyens faire beaucoup avec des moyens faibles, pas dû au modèle économique aussi, c'est le prix de l'indépendance. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce manque de crédibilité. Alors est-ce qu'on peut s'interroger sur la bataille est-elle gagnée de ce côté-là, puisqu'on a vu voilà les mensonges des médias. Est-ce que dans la population, on va dire silencieuse, maintenant aujourd'hui on préfère peut-être s'informer dans des endroits qui, à la limite, même puisqu'on a toujours ce mot d'ordre de l'objectivité dans les écoles de journalisme que nous n'avons pas fréquenté avec Corentin, c'est pour ça qu'on ne revendique pas ce poncif. Mais donc, en fait, ce mot d'ordre de l'objectivité qui finalement masque derrière voilà, des phrases comme celle de Leslie Darnot où ils ne dépeignent pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'ils veulent qu'elle soit, où là, nous, plutôt, on va assumer notre subjectivité, c'est-à-dire le fait que nous sommes des sujets et donc des êtres humains dotés d'idées et d'idéaux, mais que nous sommes également honnêtes, c'est-à-dire que nous en tenons aux faits et que nous n'allons pas, par idéologie, vouloir travestir les faits et que on accepte que la réalité soit aussi plus complexe que nos idées. Ouais, bah oui. D'abord pour la question un peu philosophique, évidemment que la vérité ne dépend pas d'une subjectivité, mais plutôt de la confrontation de plusieurs subjectivités. Ça, c'est pour le côté un peu abstrait. Donc, pour répondre concrètement, plus on sera de médias, mais ça, c'est ce qu'on disait déjà avant. Tant mieux si Libération existe. Je plaiderai toujours pour que Libération puisse exister et donner son point de vue. Ce qui compte, c'est qu'il y ait plusieurs médias avec des angles et des lignes éditoriales bien différentes. Et c'est comme ça qu'en fait, on pourra arriver, en fait, enfin, disons que l'auditeur, le lecteur pourra arriver à avoir une vision globale des choses. Parce que je pense que parfois, Mediapart, même si, notamment ici sur Radio Courtoisie, il n'est vraiment pas apprécié, mais parfois, il fait du travail intéressant. Et quand il ne le fait pas, eh bien, à nous de nous défendre, en fait. C'est un peu l'idée. Hmm. Donc oui, je pense il faut évidemment admettre qu'on a tous une subjectivité. Oui, alors on soutient Libération, mais peut-être pas autant avec notre argent public, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais vous parliez notamment de la Ah bah non, mais il y a la question des subventions, oui. Ouais. Oui, mais on va en reparler, je pense. Mais vous parlez notamment de la majorité des gens qui ne se retrouvent pas dans les médias traditionnels, on va dire, les médias de grand chemin. Et justement, quand vous parlez des médias alternatifs, bah forcément, les médias alternatifs ne sont pas toujours des médias d'extrême droite ou des médias de droite. Il n'y a pas les bons médias de gauche et les mauvais médias de droite. Ce que vous dites, c'est que notamment ces médias alternatifs doivent dépasser ce clivage gauche-droite et donc rassembler toute une population qui ne se retrouve pas dans les médias dits de grand chemin, comme on dit sur Radio Courtoisie. Ouais, alors pour les clivages gauche-droite, bon après voilà, à chacun de trouver le média qui correspond à sa ligne, et Radio Courtoisie est à l'origine bon la radio du pays réel, mais aussi de toutes les droites. Donc il faut savoir voir le pays réel, mais ils ont quand même une teneur de droite, et c'est très honorable. Je pense pas que que Valeurs Actuelles est à balayer ou à rougir de son côté de droite. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est-à-dire que je pense que c'est surtout les médias alternatifs doivent apprendre à reconnaître ou à reprendre le travail qu'a fait l'autre média alternatif.
Après, c'est pas une question de dépasser les clivages. Enfin, ça, c'est encore un autre questionnement. Moi, c'est plutôt une autre question. C'est si on lance un média aujourd'hui, est-ce que le clivage droite-gauche est encore pertinent? Pour moi, non. Mais voilà, on va pas jeter la pierre à ceux qui ont depuis longtemps été un média de droite et qui ont très bien marché comme ça et qui, grâce à ça aussi, ont vu des choses que les autres, plutôt marqués à gauche, n'ont pas vues ou n'ont pas voulu voir. Donc, pour moi, c'était pas la question. Mais en revanche, oui, que on sache reprendre l'image, l'enquête que l'autre a énoncé, eh bien ça, je pense que c'est vraiment très important et c'est ce qui fera la force. Et je pense même, mais je pense qu'on va y travailler. Je sais qu'André Berkoff est pour, je sais que Nicolas Vidal est pour travailler justement une forme de caisse de résonance et une plateforme qui pourrait relier tous les journalistes alternatifs pour que le travail de l'un ne tombe pas à l'eau juste derrière, en fait. Voilà. Comme ça se passe, comme je disais, chez Delphine Ernotte, sur BFM, il y en a un qui prend la parole sur un sujet, c'est relayé pendant 15 jours. Bon, évidemment, tout ça parce qu'il y a l'AFP derrière. Mais nous aussi, en fait, on doit faire une forme d'AFP avec une plateforme. Et je pense que ça, ce serait vraiment très, très intéressant. Alors il y a aussi des motifs d'espoir dans cette presse alternative qui sont dont on peut tirer aussi profit, c'est-à-dire que on l'a expliqué, la presse alternative subit d'énormes difficultés. On a parlé de la censure dans la table ronde qui a précédé votre intervention, le manque de moyens dû au modèle économique, puisque comme nous ne dépendons pas ni de milliardaires ni de subventions publiques, eh bien nous avons forcément une possibilité moindre de se développer, on va dire rapidement. Il y a aussi donc la difficulté à recruter, puisque forcément c'est aussi difficile de leur reprocher. Des étudiants journalistes préfèrent au début rentrer dans des médias de grand chemin, quitte à faire des missions moins intéressantes, mais pour avoir un CV prestigieux et donc pouvoir avancer, quitte à basculer plus tard. Mais donc il y a toutes ces difficultés-là qui font que finalement on est dans un manque de confort constant et que finalement ça a tendance à nous renforcer, puisque au contraire on le voit bien, c'est aussi pour ça que la dynamique nous est favorable en ce moment par rapport aux médias de grand chemin, c'est qu'ils sont dans une telle situation d'hégémonie qu'ils se sont finalement, ils acceptent des largesses de leur part et que nous ne pouvons pas nous permettre. Donc c'est aussi un motif d'espoir de se dire que cet inconfort et cette situation difficile peut au final nous permettre dans une dialectique de remporter la bataille. Oui, vous voulez dire qu'en fait, on doit pêcher d'efficacité là où eux n'ont pas cette obligation et finalement, ça nous rend peut-être encore plus combattants d'être efficaces, quoi. C'est ça, hein, Valentin? Absolument. Oui, je suis évidemment tout à fait d'accord. C'est une image que je prends régulièrement avec Léa Salamé, notamment, quand j'explique, et là vous l'avez vécu pendant que j'étais en congé maternité, animer une matinale avec une armée d'esclaves, pardon de les appeler comme ça, mais d'assistants comme les avait Léa Salamé, qui arrive à 7h15 et qui n'a pas une fiche à faire. Elle a 15 fiches Bistrol qui arrivent sur sa table le matin sur tous les sujets, voilà, et qu'elle est briefée de manière constante, voilà, qu'elle est récupérée par un taxi, qu'elle va repartir, etc. Ça n'a rien à voir avec animer plus évidemment les moyens pour les taxis, les moyens, les trains, les personnes qui programment pour elle. Donc en fait, cette femme n'a pas grand-chose à faire à part suivre le train, alors que animer une matinale comme celle de Ligne Droite, c'est un combat permanent, un combat pour avoir des invités, même si aujourd'hui c'est plus facile que quand je suis arrivée. Mais malgré tout, ça reste un combat parce que d'abord, il faut trouver des idées intéressantes. Ensuite, il faut avoir les personnes au jour le jour. Et ça, dans une équipe de 4 personnes comme on l'est à Ligne Droite, c'est évidemment très, très compliqué et ça demande d'être ultra efficace et d'être multicasquette. Alors, une réponse juste sur ce que disait Valentin avant, sur la jeunesse qui peut avoir peur de justement de se lancer dans ce genre de projet. D'abord, vous êtes la preuve vivante que toute la jeunesse, heureusement, n'a pas cette peur-là, et vous avez bien raison. Moi, je pense, la seconde jeunesse pour Corentin. Moi, de ce que je crois aujourd'hui. Oui, enfin bon, ça reste quand même ouais, bon, voilà, tout ce qui est plus jeune que moi est jeune. Justement, je pense que vous avez bien raison de vous être engagé là. D'abord parce que c'est pas quand on est plus âgé qu'on fait des folies. C'est maintenant. C'est maintenant que c'est amusant. C'est maintenant qu'il faut tenter des choses. Et je ne suis pas sûre que le pari de se mettre
comme étant un sous-fifre de n'importe quel gros média, mais n'ayant pas beaucoup finalement de liberté, soit vraiment très intéressant, ni sur le coup, ni pour la carrière d'ailleurs, puisque j'ai pas remarqué que je voyais beaucoup de gens progresser comme ça finalement. Enfin, en tout cas, la progression est très lente. Alors que chez nous, vous le voyez, hein, vous arrivez et si vous avez un peu d'idées, finalement, vous pouvez très vite monter en puissance et tenter de prendre un micro et de raconter des choses intéressantes. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous remercier Oui. pour ce paradigme et cette stratégie que vous mettez en place, puisque effectivement, nous n'aurions pas pu avoir cette opportunité, cette chance d'animer cette matinale à France Inter ou chez RTL. Mais je voulais revenir avec vous, Clémence. Vous avez cité au début de cette émission les propos de Delphine Ernotte sur cette France qu'ils voudraient dépeindre telle qu'ils veulent. Il y a une autre personnalité importante qui a pris la parole récemment, c'est Thierry Breton sur le sujet. On l'a entendu dans la table ronde juste avant. Je voulais quand même vous faire réagir à ces propos, puisque là aussi c'est assez édifiant. C'est qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on a vu aussi des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire on aura les moyens couper les réseaux bien sociaux. sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Avec, encore une fois, c'est pas une personne, c'est pas un État, c'est pas un conseil d'administration, c'est notre loi. Nous sommes maintenant équipés pour cela, avec un conseil spécifique, mais croyez-le, les interventions vont être extrêmement rapides. D'abord, et je le dis, c'est une régulation ex ante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes, à partir du 25 août, devront nous démontrer qu'elles ont pris des dispositions pour faire appliquer la loi, y compris au cas d'espèce dans ce que nous avons vécu. Et si jamais elles ne le font pas, parce que derrière il y a aussi tout ce qui est invisible, les algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité, parce que ça rapporte de la publicité, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc tout ça sera strictement interdit. Donc elles vont nous démontrer, c'est pour ça qu'on fait des tests en blanc. Donc elles doivent embaucher. Bien entendu, on Ce verra. sont des humains par exemple, qui vont faire... Meta, donc Meta, c'est Facebook, Instagram. je suis allé le voir il y a 15 jours donc, en Californie avec mes équipes. Donc Mark Zuckerberg m'a confirmé qu'il avait embauché 1000 personnes pour ce faire. Donc les plateformes se préparent. Et donc, oui, à partir du 25 août, eh bien, elles devront le faire. Ce que j'ai indiqué, c'est que compte tenu de la situation, j'ai regretté, et je leur ai dit, qu'elles ne l'aient pas fait avant, mais elles m'ont dit qu'elles allaient le faire. Évidemment, il reste un mois. Voilà, donc c'est Thierry Breton, le commissaire européen, qui a annoncé cette nouvelle loi du 25 août prochain, qui va donc viser à réguler les réseaux sociaux. Là encore, on voit ce pouvoir qui se radicalise, mais quelque part aussi parce qu'il se fragilise. Alors deux choses, parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être efficace. D'abord, il insiste bien sur la question de la loi. Et là, je rappelle, hein, tout le monde le sait, que c'est aussi une loi qui a mis le régime nazi en place. C'est là où il faut savoir distinguer, c'est là où nous devons commencer à prendre du recul par rapport à cette légalité, la différence entre la légalité et la légitimité. Première chose. Deuxième chose, c'est là aussi où, par exemple, Ligne droite, Radio Courtoisie prend tout son sens. Les réseaux sociaux vont être la cible, on le savait déjà avec Elon Musk, hein, qui est déjà la cible de Thierry Breton. Enfin, en tout cas, Thierry Breton voudrait le censurer au maximum. Vont évidemment, comme c'est aujourd'hui une plateforme de relative liberté, vont être visés de plus en plus. Et c'est là qu'il va falloir apprendre à mener encore, pardon, je parle encore de combat, mais bon, le combat idéologique autrement. Donc l'AFM, évidemment, donc les ondes. Mais si j'ai bien compris, si on est vraiment en guerre, ce sera par le filaire. Et puis, eh bien, moi, j'avais tweeté qu'on passera au samizdat, mais s'il faut, on passera au samizdat. C'est-à-dire que s'il faut passer au papier, aux petites déclarations, quand on se passera sous le manteau, ben, c'est ce qu'on fera. Mais ce qu'il faut juste retenir de tout ça, je me dépêche, c'est qu'en fait, et c'est là où je reviens à l'idée de réseau, dans l'URSS, ce qui marchait le mieux quand on était dans une police de la pensée, c'est un réseau réel de gens qui se connaissent et qui se passent donc des informations sous le manteau. Et bien voilà, en fait, moi, je me prépare et je pense qu'il faut tous qu'on se prépare mentalement à ce genre de combat, c'est-à-dire rentrer peut-être un petit peu plus dans la discrétion, mais en même temps, pour ceux que ça déprime, moi, je trouve que
c'est aussi le moment où on va vraiment vivre et se battre et on se connaît déjà tous, le réseau est déjà constitué. Donc finalement, on n'a plus qu'à passer à l'action. On est prêt en tout cas, on est prêt. Merci beaucoup Clémence Oudiakova, vous restez évidemment avec nous. On a bien compris que ce combat d'une presse alternative était toujours le vôtre et que dans ce projet d'ailleurs dans lequel je vais vous suivre, je suis content de vous suivre même si c'est toujours difficile de quitter une matinale aussi riche en humanité que Ligne Droite. Je suis content de vous suivre aussi dans ce combat. Vous restez évidemment avec nous jusqu'à 9h15, 9h18. Nous allons avoir dans quelques secondes Pierre-Alexandre Bouclet qui va nous rejoindre pour faire ce bilan des 2 saisons de Ligne Droite qui nous a amené à augmenter largement les audiences de la radio, à porter une chaîne YouTube de bientôt 210 000, très bientôt 210 000 abonnés. Donc on aura évidemment beaucoup de choses à se dire et puis il faut faire aussi nos adieux. Corentin, vous voulez intervenir ? J'ai remarqué que Clémence Oudiakova est particulièrement en avance parce qu'elle nous a laissé la parole pour le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner 1 minute à l'avance, ce qui est généralement c'est plutôt 1 minute. Il y a d'autres partenaires comme Didier Maisto qu'on va pas citer qui font ça. Voilà. C'est la dernière de l'année, c'est une petite taquinade. Voilà. Évidemment, Didier, on t'adore. La parole à Adèle Rosner. 9h tout pile, et donc on va devoir subir Adèle Rosner une dernière fois. Ligne droite. Vue de haut. Et pour cette toute dernière séquence on reste ensemble évidemment jusqu'à 10h, mais pour cette toute dernière séquence, nous sommes avec le président de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour Valentin, bonjour Corentin. Alors on voulait quand même vous avoir avec Clémence pour donc son dernier jour ici, son départ, pour tout simplement faire le bilan, puisque ce sont 2 ans qui se sont écoulés depuis le lancement de cette matinale, 2 saisons assez riches en émotions, en expérience, et donc je pense que c'était assez important de revenir là-dessus avec vous. Est-ce que je vais vous laisser la parole pour faire tout simplement ce bilan, qu'est-ce que vous considérez qui a été accompli durant ces 2 saisons? Alors, à mon avis, ce qui a été accompli, c'est un exploit, parce que, pour tout dire, quand j'ai été chargé d'abord par Dominique Paoli, qui était encore présidente, de mener une réforme de la radio, j'avais pensé à une matinale, parce qu'à Radio Courtoisie, on avait fait plusieurs essais, honnêtement pas toujours extrêmement convaincants, de matinale. Et là, je m'étais dit, on va vraiment se donner les moyens de faire quelque chose de chouette, de vraiment bien, de montrer à nos auditeurs qu'on peut faire une matinale alternative comme les gros médias, mais à notre façon. Et par contre, il y avait du boulot, quoi. Et donc, je remercie d'ailleurs un ami qui m'a mis en rapport avec Clémence. Et pour être honnête, quand j'ai rencontré Clémence, je me suis dit, là c'est bon, je crois qu'on est sauvé et on va vraiment faire des belles choses. Et l'avenir m'a donné raison. Voilà, donc je remercie Clémence pour tout le chemin parcouru. Merci à vous tous d'ailleurs aussi, sincèrement, parce que c'est quand même un vrai travail d'équipe. Donc merci à Valentin, merci à Corentin, merci à Franck, merci à Arnaud, merci à tous ceux qui étaient là, à ceux qui restent, à ceux qui partent, parce que honnêtement, je crois qu'on a fait un très 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 beau boulot. Et je regrette beaucoup le départ de Clémence, mais malheureusement, c'est la vie et je le comprends aussi parfaitement. Parce que quand on est maman, se lever à 4h30 du matin, c'est pas toujours facile. Clémence. Oui, d'abord oui, tout à fait. On l'a déjà dit tout à l'heure un petit peu sur l'histoire de l'efficacité d'un média alternatif qui donc n'a pas les moyens de Delphine Ernotte, pour le faire simple. Oui, évidemment, merci à toute l'équipe. C'est-à-dire que, en fait, chaque personne est fondamentale puisqu'on a une micro-équipe. Ça, il faut vraiment que tout le monde le comprenne. On avait reçu des messages pendant toutes ces 2 années, me dire mais pourquoi vous n'invitez pas un tel et là et pourquoi là vous me répondez pas à ce courriel. Eh bien, sachez qu'on a juste un emploi du temps plus que de ministres, mais d'ailleurs pas forcément non plus ce qui accompagne le reste, ni le salaire, ni rien, ni l'aisance du ministre. Ni voiture de fonction. Chacun se bat. Pour s'arrêter là, chacun se bat et vraiment c'est une toute petite équipe qui travaille énormément et en même temps c'est parce qu'il y a une super entente et qu'on s'entend super bien que on peut avancer et faire vraiment ce qui est vraiment énorme en fait dans ce qui a été fait. C'est que Ligne Droite, c'est un petit microbe en fait dans le milieu des médias à l'origine, c'est-à-dire qu'on est 4-5 personnes et puis derrière on a réussi à pousser des montagnes,
à faire vraiment passer des messages énormes, à même faire l'actualité. Je rappelle, Pierre-Alexandre Bouclet, vous vous en rappelez certainement, quand on a récupéré, c'est moi qui étais sur place dans le Loiret, l'image de Blanquer aspergé de mousse. C'était une information qui n'avait été diffusée encore nulle part ailleurs et qui a fait le tour de tous les plateaux télé, tous les plateaux. Et là, même Delphine Ernotte et ses copains, quoi. Donc, pour reprendre, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On est vraiment capable de faire des choses et c'est là où ça devient vraiment amusant aussi. Et c'est pour ça que je dis à nos auditeurs, on est alternatif, mais on n'est pas triste du tout. Au contraire, on s'amuse, on a vraiment de quoi faire, puisqu'on a le champ est très large de toutes les possibilités, en fait. Donc, ça fait partie des choses rigolotes que je retiendrai, moi, de ces 2 ans. C'est Blanquer aspergé de mousse, c'est passé absolument partout. Bon, en plus, c'était d'abord marrant qu'il soit aspergé de mousse, et en plus, parce que c'est nous qui avons fait l'image, quoi. Mais aussi pour dire, par exemple, la première émission de Ligne Droite, on a commencé avec le professeur Raoult. On a eu plein de très beaux invités. Je pense que Pierre-Alexandre aura des idées, mais il y a eu des ambassadeurs, Sylvain Tesson, Philippe de Villiers, le petit-fils du général de Gaulle. Et puis moi, en tout cas, ma dernière émission juste avant d'accoucher, c'est même pas avant de partir en congé mat, j'ai accouché le lendemain, en fait. C'était Patrick Buisson. Donc, c'est quand même des jolies personnalités qui ont des choses intéressantes à dire. Et à côté de ça, on a réussi, je pense, alors je sais que c'est pas forcément ce qui fera le plus plaisir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, mais bon, à ouvrir le débat, à ouvrir un peu à élargir le spectre des invités. On avait fait notamment un débat entre Verlaine Jenny, qui était républicain, puis qui avait rejoint le Rassemblement national avec la Ligue africaine, là, antiraciste, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, voilà, donc des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes et qui permettent aussi de temps en temps de penser contre soi, et c'est pas mal aussi. Et depuis, vous le savez mieux que moi, Corentin et Valentin, on a eu des sénateurs de tous les bords politiques. Le syndicat de la magistrature, c'est quand même inouï. Voilà, donc il y a eu des choses novatrices et amusantes, on va dire aussi. Et puis il y a aussi eu des personnalités pour le coup beaucoup moins connues, mais je pense que ça fait aussi partie de notre rôle ici et ailleurs, que de leur tendre le micro, comme ces agriculteurs complètement en détresse qui ont été obligés de tuer toutes leurs poules. Je ne sais pas si vous en rappelez, chers auditeurs, et puis vous, Valentin et Corentin, mais moi, ça m'avait vraiment pris aux tripes, cette personne qui avait tout perdu parce que on avait trouvé de la poudre de salmonelle autour des poules, alors que les poules sont saines, les œufs sont sains, enfin, tout est sain. Et là, pour le coup, il n'y a pas une réaction des protecteurs des animaux habituels. Donc là, c'est là qu'on se dit encore une fois qu'il y a un mensonge dans ces protections, dans ces étiquettes qui sont brandies, parce que là, franchement, il y aurait quelque chose à faire pour les protéger. Et nous, on a reçu Pascal Pointu et le mouvement pour la ruralité qui, à l'époque, se bougeait énormément pour défendre ce type d'agriculteurs-là, mais ils ne sont pas nombreux. Et puis d'autres, d'ailleurs, Valentin, ça c'est vous qui l'aviez trouvé, mais la course du poisson, voilà, ça c'est des choses fantastiques pour la France. Ces courses d'attelage de chevaux de trait, là. La roue du poisson, ouais, pardon. Voilà, voilà. Pour moi, c'est un peu les images, toutes les belles images aussi qu'on gardera de cette aventure de 2 ans. Alors, il faut que je sois tout à fait honnête et rendre à César ce qui est à César. La première personne qui a contacté le responsable de la route du poisson pour le faire intervenir à la radio, c'était pas moi, c'était ma prédécesseur Romane, que j'avais remplacé donc fin février, début mars. C'est vrai que Pierre-Alexandre Bouclet, là aussi, bon, effectivement, l'une des grands achèvements, on va pas trop se jeter de laurier non plus, mais de la matinale, c'est quand même... On peut. Bon, alors, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place, c'est vrai qu'on n'attendra pas France Inter pour le faire. Donc l'idée que quand même cette matinale a permis sans même pas du tout rompre avec on va dire la tradition originelle de la radio, d'ouvrir encore un peu plus le débat, et c'est peut-être aussi à mettre au crédit de Clémence notamment. Oui, alors on a réussi, moi je garde en tête aussi le scandale du Qatargate, qu'on a été objectivement aussi un des tout premiers à mettre en avant, et surtout à l'époque où ça faisait juste une petite brève AFP. Je me souviens qu'avec Clémence, c'était un dimanche et Franck, on a réussi à récolter des informations et à préparer l'édition du lendemain. Et ça, c'est quand même fort pour un média justement alternatif de pouvoir aussi apporter une contribution, apporter des informations, parce qu'il n'y a pas que le point de vue, il y a aussi l'information. Ça, on a réussi à le faire aussi avec de tout petits moyens, donc c'est quand même vraiment important. Ce que disait Clémence aussi, c'est très important, c'est-à-dire donner la parole à ceux qui ne l'ont pas
Ça, c'est vraiment tellement le rôle de Radio Courtoisie depuis son origine. Donc, c'est quand même vraiment bien, c'est important de l'avoir fait. Toute cette mouvance, en fait, anti-pass qui a souffert pendant 2 ans, sincèrement, je reçois moi aussi beaucoup de messages des gens qui disent ils remercient parce que ça les a aidés à tenir bon, ça les a aidés à comprendre qu'ils n'avaient pas tort, qu'ils n'étaient pas des dingues, qu'ils avaient raison de vouloir tenir bon. Et ça, c'était quand même très, très important. C'est aussi à ça qu'on sert, c'est à donner du réconfort aux gens. Et voilà, donc moi, je suis très, très heureux, encore une fois, de cette matinale qui a dépassé toutes mes attentes. Et voilà, donc un grand merci encore à tout le monde. On va continuer, parce qu'il faut continuer. Donc là, c'est pas le moment d'en parler, parce que là, j'aimerais vraiment qu'on consacre justement au départ de Clémence, mais au départ aussi de quelques autres. Je sais pas si tous les départs ont été annoncés, il y en a quelques-uns. Si, le mien a été annoncé également, voilà, on peut en parler. Bon, même dans le flash info de 8h. Voilà. Bon, et ben Valentin, merci à vous aussi, parce que vous avez fait quand même un super beau travail, et je crois que c'est important de le souligner aussi. Et on vous regrettera. Mais voilà. Merci pour votre confiance. Non, mais c'est plus que mérité. Donc, c'est vraiment un grand merci à vous d'être venus, d'être restés le temps qu'il fallait. Et puis, je pense qu'on se retrouvera de toute manière. Ça, c'est important aussi à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie. On est un petit milieu, on se serre les coudes, on est solidaires. Il n'y a pas de bisbille. Par exemple, moi, je suis très ami avec les gens de TV Liberté que j'ai cofondé par-dessus le marché. Donc, on est quand même vraiment tous très proches. Et j'espère qu'on va rester proches et qu'on vous reverra souvent. On est en train de parler justement avec Clémence pour l'an prochain, pour essayer de trouver un moyen de rester un peu ensemble, parce qu'au fond, c'est aussi une histoire d'amitié qui se crée. Et moi, ça me ferait plaisir si Clémence revient de temps en temps, et si Valentin revient de temps en temps aussi. Voilà, même si on est obligé par la force des choses, puisque vous nous abandonnez lâchement, de trouver de nouvelles têtes, mais on tient quand même à vous revoir régulièrement. Et je crois, j'ai bon espoir avec Clémence notamment que ce sera possible dès l'an prochain, donc je m'en réjouis. Absolument, voilà, il n'y a aucune illusion à se faire du côté des auditeurs, puisqu'effectivement, on se quitte pas totalement, et on se quitte en excellents termes, et que voilà, c'est simplement des raisons de changement personnel qui poussent cette évolution, et pas du tout aucune inimitié entre les membres de la matinale. Et c'est vraiment c'est une douleur de quitter cette matinale, parce que c'est vraiment, encore une fois, dans une matinale qui est une expérience humaine formidable en petits groupes, et puis forcément le fait de faire des moitiés de nuit à chaque fois, de se retrouver le matin à l'aube, on n'a pas l'impression d'être dans les tranchées, parce on va respecter quand même les poilus de 14, mais il y a quand même un peu de cette amitié qui se forge dans l'inconfort. Et puis voilà, il y a aussi cette dimension de famille, chère Clémence, dans les commentaires de la vidéo d'hier qui ont annoncé votre départ. Effectivement, il y a ces auditeurs. Alors, il y a aucune personne, j'ai vu aucun commentaire qui était content de votre départ. Il y a un certain Louis Rigaudière qui a mis un j'aime, mais je crois que c'est le seul. Mais sinon, non, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension de famille que vous avez réussi à imposer dans cette matinale, et pour ça, effectivement, on vous remercie beaucoup, parce que c'est un vrai accomplissement. Merci encore, je suis hyper touchée par tout ce qui a été dit. Préciser que les informations du Qatar venaient de Pierre-Alexandre Bouclet et que c'est grâce à lui qu'on a pu être les premiers sur l'info. Juste concernant le fait qu'on continue de travailler ensemble, évidemment, là il y a d'ailleurs on en parlait avec Pierre-Alexandre Bouclet, mais il y a des auditeurs. Vous me dites quand je dois m'arrêter de parler. Pas de souci, on vous coupera, il y a des auditeurs qui ont commenté sur les réseaux. Qui ont commenté sur les réseaux sociaux, oui Clémence, mais pourquoi pas une fois par semaine, etc. Voilà, et donc je lui ai répondu, donnez-moi des idées de chroniques, parce que je suis censée en proposer une à Pierre-Alexandre Bouclet pour hier. Donc voilà, l'idée c'est que oui, qu'on revienne, que moi, pourquoi pas, Valentin, etc. Évidemment, on continuera de se voir et de venir vous voir aussi sur Ligne Droite. Donc, si vous avez des idées particulières d'ailleurs attendues de chroniques ou autres, n'hésitez pas, parce que moi, je suis d'accord sur le principe, mais j'ai pas d'idée de thème. Donc, les auditeurs, je vous appelle à contribution. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, inversement, c'est-à-dire que j'espère que ce que nous allons lancer va fonctionner et que on pourra y voir Pierre-Alexandre Bouclet, Corentin Pérenni
et toute la famille justement de Ligne Droite et de Radio Courtoisie, dans les deux sens évidemment. Et ça rejoint, et voilà, comme ça la boucle est bouclée. Ça rejoint ce qu'on disait, bouclé. Ça rejoint ce qu'on disait au tout début. C'est la première fois qu'on me l'a fait en plus. Alors là, je suis content. Bah oui, j'imagine, oui. Ouais. Toujours le premier. C'est pas la meilleure manière de partir, mais on l'accepte. C'est ça. Désolée, j'ai pris un café de trop. Non, ce que je veux dire, c'est juste que, et après je m'arrête, qu'il y a, voilà, on arrivera quand même justement à travailler ensemble, et ça rejoint l'idée de plateforme ou de résonance qu'on doit tous avoir entre nous, entre médias alternatifs, parce que c'est quand même l'objectif, c'est d'avancer ensemble vers un même combat. Voilà. Oui, alors ça, pardon, je me permets de rebondir. C'est extrêmement important ce que vient de dire Clémence. C'est tellement important parce que c'est tellement vrai. C'est-à-dire, on n'est pas du tout des médias commerciaux. On doit donc vraiment être solidaires. C'est super important que les auditeurs même le comprennent. C'est aussi pour ça qu'ils doivent nous aider. Je m'arrête là pour ma marotte de l'appel au don, mais c'est quand même super important de voir que même entre nous, entre médias alternatifs, on s'entraide. C'est-à-dire, c'est pas du tout des rivalités. Je sais pas ce que les gens imaginent, mais sincèrement, il n'y a pas eu dans les auditeurs, il y a personne qui s'est imaginé quoi que ce soit, et tout le monde est très, très content que Clémence veuille s'occuper de ses enfants. Non mais voilà, donc il nous reste à vous dire merci à tous, merci évidemment Clémence et merci Pierre-Alexandre pour la confiance que vous avez mis dans Clémence pour cette matinale qui va évidemment continuer, à qui on souhaite tout le meilleur pour la rentrée. Évidemment, vous nous retrouverez, il y a 99,9% de chances pour que vous nous retrouviez à la rentrée aussi ponctuellement dans cette matinale. Et puis merci à tout le monde, aux réalisateurs, Franck, Arnaud, à Corentin, à Louis Rigaudière, à tous les stagiaires qui ont succédé, y compris Adèle Rosner, que je dois remercier malgré moi. Et voilà, et merci à vous, et puis on va enchaîner. Mais qu'au fond, vous appréciez. Merci Valentin.